D3, les podcasts culturels de Tanger et du nord du Maroc. Bachir Demnati, bien que d'une grande discrétion, est une figure historique de Tanger. Né en 1946 dans la ville du Détroit, Place Amra, dans la Médina, bac en poche, il obtint une bourse de l'UNESCO pour aller étudier l'architecture d'intérieur à la Cambre, à Bruxelles. Déjà tout enfant, il crayonnait, dessinait, vendait ses petites œuvres. De retour à Tanger dans les années 70, il contribue notoirement à la fondation de l'Association des arts plastiques marocains avec son ami Mohamed Melehi. Il participe au prestigieux mouvement de Casablanca et il forme avec Melehi encore, Mohamed Chebaha et Mohamed Atala, celui de l'abstraction géométrique septentrionale. Il est omniprésent dans ce moment historique où s'affirment les idées fondatrices de l'art contemporain au Maroc. Son œuvre choque, elle questionne, ses expositions avec ses amis sont médiatisées et commentées. Côté design, il est très jeune intégré au cabinet tangérois Guy Ténier, puis il s'associe pendant une dizaine d'années pour fonder le cabinet Ghesquière et Demnati. À Tanger, le fameux immeuble du Cafrad, Technoparc maintenant, le siège de la Banque Populaire, sont de leur fait. Après un grave accident de la route à Marrakech, Bachir Demnati a mis sa carrière de plasticien entre parenthèses, reprise aujourd'hui 40 ans après, avec brio, quand, enfin, partout, il est célébré à la hauteur de son talent et de sa contribution historique. Soutenu par l'habile comptoir des mines de Marrakech, son œuvre atteint désormais des cotes d'un niveau international, vendu à Casablanca, Marrakech, à Dubaï, à Beyrouth, mais qui intéresse aussi désormais Christie's et le centre Pompidou, entretient chez Bachir Demnati à Tanger, dans le quartier de Moujahidine, entouré des œuvres de l'artiste. Bachir Demnati, bonjour. Nous nous retrouvons à l'instant chez vous, dans le quartier de Moujahidine, dans un très bel appartement qui est dans un immeuble que vous avez construit vous-même et appartement où l'on voit toute votre œuvre, 40 ans, 50 ans de création. C'est un véritable petit musée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer, Bachir Demnati, comment vous avez commencé à devenir un artiste, un peintre ? Eh bien, disons, maintenant, je suis en train de découvrir. À l'âge de 5-7 ans, je suis né à la Médina, au quartier Amrah, et je voyais tous les jours de tas de petites Anglaises, des petites Américaines, et également des petits Américains, petits Anglais, qui venaient dans le quartier avec un petit tabouret et un petit chevalet qu'ils ouvrent, et ils commencent à dessiner. Et je disais, chapeau, je ne sais pas comment ils arrivent à faire ce genre. Ils voient des choses, ils les dessinent, on dirait que c'est de la nature vraie qui est en train de bouger. Mais j'aimerais bien pouvoir un jour faire comme ces gens-là, quand je n'en sais rien. À l'âge de 7 ans, une équipe de 3e division de football à Tanger m'a contacté et m'a dit, puisque tu aimes dessiner, si tu veux pas nous dessiner un logo. Effectivement, j'ai dessiné le logo de l'équipe qui s'appelle l'Alem, que tous les Tangerois d'avant l'indépendance connaissent. Eh bien, ils étaient tout contents. Ils m'ont mis sur leur dos. Ils ont fait le tour de toute la Médina avec mon dessin. Le logo que j'ai fait avec la craie de couleur sur un petit tableau noir. Ma récompense, c'était ils m'ont emmené chez le monsieur qui était le gardien du cinéma Alcazar. Il était tout content et il m'a offert une place gratuitement. Et ça, c'était le premier business que j'ai fait. Et j'ai continué à m'intéresser et vouloir faire de la peinture. Alors,
Mon père n'était pas d'accord et il voulait pas me donner d'argent. Et j'achetais des petits papiers et je faisais des petits croquis, un peu de tout de ce que je vois devant moi, je sais. J'avais jamais imaginé qu'on pouvait étudier la peinture dans une école, ça, je savais pas ce que ça voulait dire. Je commençais à dessiner, et puis tout d'un coup, en 1959, j'étais devant la porte de mon habitation et je voyais un petit mur en face de moi. Et pour moi, c'était un mur que j'ai vu pendant des années, un mur dans lequel il y avait 2 petites portes, une porte pour le magasin d'un réparateur d'horlogerie, et une deuxième porte là où il résidait avec sa famille. Et au-dessus de ces 2 portes, il y avait une petite fenêtre. Une petite fenêtre d'un mini-appartement dans lequel habitait un pêcheur, un vieux pêcheur. Je voyais souvent partir très tôt le matin. Moi, je ne voyais pas. Je sais qu'il part vers 5h ou 4h du matin. Il ne revenait à son appartement que vers 5h, 6h de l'après-midi. Et puis un jour, je vois qu'il s'est marié avec une très jolie blonde, parce que pour nous, pour avoir une fille blonde, c'était le top. Ça, les Marocaines ne sont pas blondes. Et vraiment très jeune, il n'a même pas 20 ans, il s'est marié avec elle. Et puis, 6 mois après, vers midi, je voyais un jeune homme qui vient et qui entrait chez la jeune fille, la jeune femme. Et je ne comprenais pas pourquoi. Elle est mariée, pourquoi ce monsieur vient chez elle? Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que je voulais absolument dessiner ce mur avec ses fenêtres. Pour moi, c'est toute une histoire que je ne vais jamais oublier. D'ailleurs, par la suite, c'est-à-dire presque 50 ans après, j'ai dessiné la même maison avec une grande toile, avec une peinture spéciale. Et en même temps, je vais vous dire une chose que je n'ai dit pratiquement à personne. Il y avait une petite ruelle à côté de ce bâtiment dans laquelle il y avait une école de Nsid, là où on apprenait le Coran. Et là, quand j'ai commencé à dessiner, je comprenais pas de temps en temps, enfin, c'était 2 fois, peut-être 3 fois, j'en sais rien. Je voyais un immense camion qui vient. Et donc, à partir de cette ruelle, du fond de la ruelle, on voyait sortir avec d'immenses toiles, emballées déjà. Et je disais, il me dit, il y a un peintre anglais ici qui fait ces grandes toiles. Mais je dis, comment est-ce qu'il arrive à faire moi je fais des petits machins de 30 par 10, et lui, il fait des machins de 2 mètres par 2 mètres. Et maintenant, j'ai retrouvé, il s'agissait du grand peintre Francis Bacon. Effectivement, c'était dans les années 55-57. C'est Francis Bacon, je savais pas ce que c'était. C'est maintenant que je viens de le découvrir. Après ça, 2 ans après, j'étais au lycée. Et on m'a parlé des pyramides et de la civilisation égyptienne que j'avais adoré. Et chaque fois que je voyais les photos des pyramides, je dis, comment est-ce qu'on arrive à faire un bâtiment avec peu de traits? J'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'on... Et je suis vraiment tombé amoureux de ces lignes tellement simples. En 1961, je crois, j'avais 15 ans, j'ai fait un petit dessin qui est là-bas que je vais vous montrer, qui est de 30 cm par 15, je ne pouvais pas me payer plus de papier que ça. Et je me suis dit, quand je grandirai, j'agrandirai ce dessin-là avec de la peinture à l'huile ou de la peinture acrylique sur une grande toile. C'est ce que vous voyez là-bas. 2 ou 3 ans après, j'ai été contacté par des gens, ils m'ont dit, bon voilà, il y a une exposition collective des Tangérois au casino municipal. J'ai participé la première fois, et après il y a eu une semaine d'art à Tanger, j'ai encore participé, j'ai fait 2 ou 3, enfin j'ai participé à 2 ou 3 fois. Et puis tout d'un coup, j'arrive à un an du bac, mon père meurt. Et il fallait que je fasse des dessins pour pouvoir survivre. J'ai commencé à faire des petits dessins sur du carton, ou sur des morceaux de contreplaqué, à l'huile, que je vendais au bazar. Dans le temps, je les vendais 15, 20, 25 dirhams, c'était déjà une fortune. Et je me suis dit, un jour, je ferai une exposition. Effectivement, mon père était mort en août 64, et en janvier 65, c'est-à-dire 5 mois après, 6 mois après, j'ai fait une première exposition qui a été organisée par les amis du lycée Ibn Khatib. Et ils m'ont aidé à exposer au casino municipal. D'ailleurs, j'ai les photos, j'ai tout. Et je suis content parce que pas mal de professeurs m'ont acheté, pas mal d'autres personnalités de Tanger m'ont acheté. Je me souviens, le tableau que je préférais le plus
a été acheté par un certain monsieur, j'ai oublié, c'était le consul général de France ici. Et ben après 65, j'ai eu mon baccalauréat et j'ai eu 2 bourses, j'ai eu la chance d'avoir 2 bourses, une bourse pour aller, je voulais être opérateur à l'Institut des hautes études cinématographiques de Paris, et une bourse pour Bruxelles pour aller étudier la peinture pour devenir professeur de dessin, dont je rêvais. Entre-temps, ils ont tardé, ils m'ont répondu, mais j'ai dit le premier qui m'envoie le billet d'avion, je vais chez lui. Les Belges m'ont envoyé le billet d'avion, je suis allé à Casablanca pour prendre le billet d'avion pour aller à Bruxelles, et le pilote principal m'a dit, félicitations monsieur Donati, il m'a dit, vous savez, avoir la bourse que vous avez eue, mais oui, la bourse du gouvernement, non, c'est une bourse de l'UNESCO. Parce que l'UNESCO donne une bourse par pays une fois par an. Et on a choisi votre dossier. Bon, ça m'a fait plaisir. Encore de l'histoire individuelle ou plutôt personnelle. En allant en Belgique, je suis allé dans la plus grande, l'école top qu'il y avait en Europe, qui s'appelait l'École nationale supérieure de l'architecture et des arts visuels, qu'on appelle la Cambre, parce que justement, il se trouve dans une zone qui s'appelle la Cambre. Et j'ai vu le directeur qui voulait absolument me voir. Il m'a dit, bon, je voulais faire ta connaissance. Et tu veux étudier? Je lui ai dit, je voulais devenir professeur. Et combien tu vas gagner? Je lui ai dit, je vais gagner peut-être 700 dirhams. Il m'a dit, tu vas bien vivre? Ah ben, 700 dirhams, dans le temps, c'était parfait. Il m'a dit, quand tu te maries, c'est ça la décision? Je lui ai dit non. Il m'a dit, mon fils, tu vas abandonner le métier de professeur de dessin. Tu vas étudier quelque chose qui va te faire vivre. Et quand tu auras terminé tes études, tu auras fondé ta famille, tu prends ta retraite, tu peux revenir pour faire de la peinture. Eh ben, c'est quand même bizarre, et c'est ce qui m'arrive. Il m'arrive, j'ai suivi son conseil, j'ai étudié l'architecture de l'intérieur, qui m'a fait vivre quand même pendant 45 ans. Et maintenant que je suis, disons, ce qu'on appelle retraite, depuis à peu près 10 ans, j'ai repris ma peinture et j'y m'y plais. J'ai suivi son conseil et ça a marché. Maintenant, je peux me permettre de faire ce que je veux. Alors, je peux me payer toutes les grandes toiles, tous les grands panneaux à l'aise et décontractés. Mais néanmoins, une fois que vous avez fini cette école en Belgique, vous êtes revenu au Maroc et là, vous avez quand même presque tout de suite repris l'activité de peintre. Oui. Alors, quand je suis rentré, moi, pendant chaque fois, pendant toute ma vie, chaque fois, je faisais des dessins et des croquis. Je faisais des croquis. Quand je suis rentré en 70, je dis, je vais faire une exposition un peu spéciale. C'était la première fois en Afrique et en Europe où on faisait des panneaux avec des collages de feuilles de vinyle sur du plexiglas. J'ai fait 2 catégories. J'ai fait la première catégorie des bandes de vinyle que je collais sur du bois laqué et sur le plexiglas. En fait, vous avez ramené les années 70 en Afrique. Oui, c'était un peu spécial. Eh ben, j'ai exposé en janvier 71. En réalité, je devais exposer en décembre 70 et j'ai retardé parce que la Fatima Zora, l'ancienne princesse, la Fatima Zora et l'ancien gouverneur, M. Besliman, tenaient à inaugurer mon exposition, ce qui était un honneur. Ça avait très bien marché, j'ai vendu pas mal et les gens ont tous découvert ça. Il y avait une personne qui m'a découvert, qui un an après m'a contacté. Il s'agit de M. Mohamed Melih, le grand peintre. Un an après, il m'a contacté, il m'a dit, Bachir, j'ai vu ton exposition, c'était merveilleux, je voulais absolument faire ta connaissance. Il est venu, on s'est rencontrés, et il m'a dit, bon voilà, je t'invite tout de suite, en juillet, on va se rencontrer à Kenitra, parce qu'on voudrait faire une association de peintres d'après-guerre au Maroc. On n'a pas pu on s'est réunis, mais on n'a pas pu voir toutes les personnes, parce que cette année-là, le grand peintre marocain, comment il s'appelle? Gharbaoui. Il était mort justement cette année-là. Il devait venir aussi se réunir avec nous. Bon, on a fait cette réunion, je connaissais personne ne connaissait personne, on a parlé en l'air et puis on s'est disputé. Un an après, j'ai été appelé par M. Karim Bennani et par Melihi, et on a fondé ce qu'on appelle l'Association marocaine des arts plastiques. Et que Dieu soit loué, j'ai encore les documents dans lesquels j'ai la liste des gens qui ont été invités à venir, des gens qui sont venus, des gens qui sont absentés, des gens qui ont participé pour fonder cette association. Alors, cette association, elle a été tout de suite reconnue par le ministère de la Culture, qui a commencé à nous aider. Tout de suite, il nous a aidés à aller exposer à la première biennale pan-arabe à Bagdad, en Irak. Il y a beaucoup de Marocains, il y avait au moins 7 ou 8 peintres qui ont participé à ça. Et après, on a également organisé la deuxième biennale pan-arabe à Rabat, à laquelle j'ai participé. Et puis, on a commencé un peu à exposer à droite et à gauche.
Ce qui m'a fait mal au cœur pour cette association, parce que malheureusement, j'étais en train de travailler en tant qu'architecte d'intérieur et je m'occupais d'un bureau d'architecture, d'urbanisme. Et en même temps, comme je suis créateur de mobilier, je faisais du mobilier et on avait une usine qui fabriquait, donc je faisais beaucoup de choses. Je ne pouvais pas vraiment me consacrer à la peinture toute seule. Mais j'étais un peu déçu parce que les artistes qui se réunissaient, ils étaient là pour une seule chose. Ce qui les intéressait, c'était de savoir quand est-ce qu'on va exposer, quand est-ce qu'on va vendre. Mais moi, mon principe d'essayer de fonder un principe de recherche, un principe de consolider notre position artistique au Maroc, de venir avec une nouvelle conception de l'art plastique qui doit être absolument tout à fait différent de ce qui se faisait avant la Deuxième Guerre en Europe. Nous, on voulait faire autre chose qu'on faisait en Europe. On a étudié en Europe, mais on voudrait avoir un autre... Et j'étais déçu. Pendant 10 ans, sérieusement, j'étais déçu parce que chacun travaillait dans son coin. Et chacun était dans son coin caché. Il voulait pas montrer aux autres ce qu'il faisait. Et ça me faisait mal au cœur. C'était pas comme ça que je voyais notre association. Il y avait aussi un autre problème d'ordre administratif. Et Karim Bennani, c'était lui le fondateur réel. Et il voulait rester président toute sa vie. Bon, Melihi n'était pas d'accord, il voulait aussi devenir président. Et de tas de gens qui voulaient devenir président. Et alors, pourquoi on voulait devenir président? Parce qu'en étant président, quand le ministère le contacte pour une exposition quelque part, et lui, il choisit ce qu'il veut comme artiste, lui, il choisit les tableaux qu'il veut. Et il y avait un peu de business. N'empêche que quand Bennani est parti et Melihi est venu, c'était la même chose. Melihi, comme il était copain avec Ben Issa, qui était ambassadeur, qui était ministre de la Culture, et quand on a commencé, ce qui était nouveau au Maroc, à acheter des œuvres pour embellir nos ambassades à l'étranger, Melihi, malheureusement, c'est un grand ami, il choisissait les tableaux qu'il voulait, les proches, il vendait les tableaux qu'il voulait bien vendre. On a vu de tableaux dans le musée de Qatar, dans les musées de l'Arabie Saoudite, dans les aéroports de l'Arabie Saoudite, et ça, ce côté matériel m'a pas plu. Ça veut pas dire que moi je vendais très bien. Mais c'était pas ce que j'imaginais, c'est pas ça. Alors c'est ce qui fait que j'ai eu un grave accident en 78, et 2 ans après, j'ai participé à la dernière exposition collective à la Fondation Miro de Barcelone. Et puis en réalité, là, je me suis écarté de l'association et de tout le mouvement artistique au Maroc. Mais vous avez quand même fait partie des fondateurs de la modernité, de la première génération, des pères fondateurs de la modernité artistique plastique au Maroc. C'est exact. On était en réalité peu nombreux. Alors pour votre information, quand on s'est réunis pour établir nos principes, on voulait pas de peintres figuratifs, on voulait pas des gens qui font de la peinture naïve. Il y avait un courant qui était un peu spécial, que les gens n'ont jamais voulu reconnaître. Maintenant, on parle de l'école de Casablanca. Pourquoi l'école de Casablanca? Parce que Belkahia, Cheb'a et Melihi étaient professeurs là-bas. Moi, on m'avait demandé plusieurs fois de devenir professeur à Casablanca. Je ne voulais pas, parce que j'avais pas le temps d'abord de le faire, et on m'a proposé pas mal d'argent, mais ça m'intéressait pas du tout. Et il y avait un courant que les gens n'ont jamais voulu reconnaître. Même aujourd'hui, on fait semblant d'eux. Il y avait un courant qui était établi par 4 peintres dans tout le globe artistique au Maroc. Il y avait Melihi, Cheb'a, Ata'Allah et moi-même. Nous, on faisait ce qu'on appelle l'abstraction géométrique. On était les seuls à le faire dans tout le Maroc. Et à chaque fois qu'on parlait de l'école de Casablanca, j'ai dit non, vous oubliez l'école du Nord. Je ne parle pas de Ben Cheffanch qui faisait de l'abstraction, mais qui ne faisait pas de la géométrique, ni de Megara qui ne faisait pas non plus de géométrique, mais je parlais d'Ata'Allah de Tétouan, Melihi d'Azéla, et Cheb'a également, et moi de Tanger. On n'a jamais voulu le reconnaître. Et justement, pour votre information, en 2016, quand je suis passé pour visiter pour la première fois le nouveau musée Mohamed VI de Rabat, j'ai rencontré M. Drissi, qui m'a dit, est-ce que tu veux pas exposer chez nous? J'ai dit non, je viens de reprendre, je ne sais pas si je vais le faire. Et il m'a dit, est-ce que tu fais toujours en cours de l'abstraction géométrique? J'ai dit oui. Il m'a dit, si, je vais te dire une chose. Vous 4, vous avez vraiment évolué comme il faut dans l'abstraction géométrique. Mais il y a d'autres collègues à vous qui ont essayé à Rabat et Casa et qui ont raté le coche. J'ai dit qui? Eh ben, il m'a dit Karim Bennani, je sais pas qui, il m'a donné 4 ou 5 ans. Il m'a dit, moi je vous admire
Peut-être parce qu'il est du Nord, je n'en sais rien. J'admire ce que vous faites. Alors comment expliquez-vous que ce soit vraiment dans le Nord que soit née cette tendance, ce mouvement presque des abstractions géométriques? Eh ben, si, il y a une chose. Il y a une chose qui peut nous unir, à part de parler de la deuxième chose. Moi, personnellement, tout le monde me dit, tu fais ça parce que tu étudies de l'architecture d'intérieur. J'ai dit, mon tableau, les pyramides que j'ai dessinées en 1961, j'avais 15 ans, j'étais encore au lycée. Je savais pas si c'était l'abstraction, si c'était la peinture, si c'était la géométrie. Donc j'avais ça dans le son depuis le début. Ce qui nous réunit, peut-être tout simplement, c'est que Melihi a étudié en Espagne et en Italie, Cheb'a a été étudié en Italie, Ata'Allah a étudié en France, et Bachid Mati a étudié en Bruxelles. Ça veut dire que tous les quatre ont étudié en Europe. Et il y a d'autres gens qui ont étudié en Europe, mais n'ont pas suivi le même, pour des raisons que je ne connais pas, que je ne peux pas m'expliquer chacun. Je crois que c'est ça, mais je ne vois pas pourquoi. Pourquoi? Je ne sais pas. C'est pas une question de médina, de lumière, d'architecture? Je dirais peut-être autre chose. C'est que nous, tous les quatre, on est nés dans un milieu qui était pratiquement international. À Tanger, il y avait des peintres de toutes les nationalités. Il y avait des courants de toutes les nationalités également. Il y avait de l'abstraction lyrique, de l'abstraction conceptuelle, de l'abstraction géométrique. Il y avait du tout à Tanger. Peut-être nous les quatre, on s'est frottés avec ça. C'est peut-être ça qui peut nous réunir. Mais en dehors de ça, je ne vois mal comment je peux expliquer la chose. Qui a influencé qui? Melehi, Demnati, Atala? Alors,
il y a quelqu'un de Casablanca que je n'ai pas nommé, il m'a dit, Bachir, moi je suis convaincu à 200% que ta manière de faire l'abstraction géométrique, tu as évolué avant l'arrivée de Mohamed Mlihi. Bon, je lui ai dit, tu sais, c'est un peu délicat. Il m'a dit, non, il avait bien admiré ton exposition. Il m'a dit, il a vu peut-être tes expositions avant la fameuse exposition 71 dans laquelle j'ai exposé mes nouvelles. Il m'a dit, il venait peut-être à Tanger. Chaque fois qu'il y a une exposition au casino municipal, il a peut-être vu des œuvres à toi. Peut-être que. Shib'a, l'abstraction géométrique du Shib'a, pour moi, est un peu différente de nous quatre. Parce que il n'a pas vraiment ce que j'appelle le trait strict, moins géométrique. Mlihi, il ne fait que de la géométrie, comment il s'appelle, Ata Allah, il faisait également de la géométrie. Eh ben, moi, je ne fais que ça. Mais enfin, ça, c'est du passé. Et après 40-50 ans, on voit que des jeunes comme Reda Boudina reprennent même totalement cette veine et cette influence-là. Peut-être que je dirais une chose. Moi, j'ai disparu depuis les années 80. Fin 80, j'ai disparu. Donc, toutes les nouvelles générations ne se sont sûrement pas inspirées de ce que je faisais. À moins qu'ils aient vu des catalogues, ils ont vu des catalogues anciens, ou ils ont vu des expositions anciennes, ou ils ont vu des illustrations anciennes, je n'en sais rien. Mais celui qui a continué vraiment dans le sillage de ce que j'appelle l'abstraction géométrique, c'est Mlihi. Ata Allah est parti en Europe. Et Shib'a ne faisait pas vraiment de l'abstraction telle que je voyais, et moi je n'existais pas. Peut-être ils se sont inspirés de Mlihi, parce que Mlihi il avait réussi. Il a réussi dans son domaine. Et bien sûr, quand on est jeune, on veut suivre l'exemple de celui qui a réussi. Et puis Mlihi a été jusqu'au boutiste, il a rempli le contrat jusqu'à la fin, il a fait un peu ce que Support Surface exigeait de critères esthétiques, c'est-à-dire continuer jusqu'au bout avec le contrat que l'on s'est donné dans la jeunesse. Ça, c'était important aussi. Oui, je tire mon chapeau à Feu Mlihi, Mohamed, parce que celui qui a suivi un chemin, et il est pratiquement arrivé au bout, et il n'est pas encore arrivé au bout, s'inspirer de ce que j'appelle les vagues, ou les ondulations, il a continué toujours dans le même sillage. Et il faut le faire. C'est le seul peintre qui a pu faire ce genre d'œuvre. Quelqu'un qui a fait de l'abstraction en relief, c'est-à-dire Belkahia, Belkahia, il faisait de l'abstraction suivant le choix des matériaux qu'il employait. C'est tout. C'était son originalité. Mais pas Mlihi. Et Shib'a non plus, il a changé. Moi, je peux dire que je n'ai pas changé. C'est toujours le même principe. Ce que j'avais. La preuve, c'est que je peux vous montrer des tableaux, ici, où j'avais encore des croquis qui datent de 1966-67. Et je rêvais un jour de les réaliser, et je les ai réalisés maintenant, c'est-à-dire 40 ou 50 ans après. Il y a un tableau qui a été choisi par la CMOA de Casablanca, il y a 2 ans, 3 ans. Il a beaucoup aimé ce tableau, il m'a dit, sur quoi tu t'es basé sur ça? Et je dis, je vais chercher, parce que je n'ai jamais rien. Et j'ai vu que j'avais fait des croquis. Quand on est allé exposer ensemble à Tunis, pour l'exposition sur le thème de la Palestine, j'avais les papiers du festival et je faisais des croquis. Et j'avais fait un croquis en 72-73, et que j'ai encore le croquis, et sur lequel je me suis basé pour faire un tableau aussi grand que celui-là. Et il a beaucoup admiré le tableau, et il l'a emmené d'ailleurs en Arabie Saoudite, à Dubaï, et il l'a exposé. Ce qui était quand même merveilleux pour moi, parce que c'était un honneur. C'est M. Daoudi de CMOA qui est venu me voir et il voulait prendre le tableau pour l'envoyer là-bas et l'exposer. Et le vendre aux enchères. Une semaine après, il me contacte, il m'a dit, Bachir, ça y est, j'ai envoyé le tableau là-bas, seulement j'ai un petit problème. Et il m'a dit, tu vas faire le contrat pas avec moi, mais avec la grande boîte des enchères qui s'appelle Christie's. Je dis, qu'est-ce que j'ai à voir avec Christie's? Il m'a dit, Christie's ont vu ton tableau, et ils ont dit qu'ils veulent le vendre sous leur enseigne à eux. Donc c'est à eux de te donner le contrat. Ils m'ont écarté. Ils ont trouvé que c'était formidable ce que tu as fait et ils voulaient absolument. Malheureusement, 2 mois après, il y a eu le Covid. Tout a été bâclé, tout a été... Et pour moi, c'était quand même un honneur que les agents de Christie's choisissent une œuvre à moi pour l'exposer, pour la vendre aux enchères. Au Moyen-Orient, c'était comme quelque chose. Ça ne s'est pas réalisé, mais ça s'est réalisé. Oui, un jour, Inch'Allah.
C'est vrai que dans votre œuvre, il y a une véritable continuité, même assez exceptionnelle, et que, l'air de rien, si vous êtes vendu par Christie's, votre cote devient internationale, ça c'est parfait. Mais vous disiez que vous avez disparu dans les années 80. Vous n'avez pas tant disparu que ça, parce que vous avez travaillé en tant qu'architecte, notamment dans le cabinet Ghesquière, et vous avez travaillé comme architecte d'intérieur en faisant des œuvres impressionnantes. Notamment, je crois que vous avez participé au bâtiment du Cafrad, qui maintenant est le Technopark, qui est un des plus beaux bâtiments modernes de Tanger, et aussi à l'établissement de l'image de la Banque Populaire, je crois. Alors, je fais une petite mise au point. Vous avez dit le cabinet Ghesquière. Non, c'était pas le cabinet Ghesquière, c'était le cabinet Ghesquière et Demnati. Nous, on était 50-50 pendant 10 ans, et après, on s'est séparés pour des raisons personnelles. Effectivement, on se complétait. Il avait besoin de moi, j'avais besoin de lui. Pour vous donner un exemple, aussi bien que j'appelle le bâtiment Cafrad, Technopark, que par exemple l'immeuble de la Banque Populaire, lui, il faisait ce qu'on appelle une idée générale, l'esquisse. Et quand il fait l'esquisse, moi je m'assieds avec lui et je commence à rentrer un peu dans le détail. Et je participe déjà au plan d'exécution du bâtiment. Et lui, ce qui l'intéressait, c'est le côté, grosse maçonnerie. Mais tout le reste, c'est-à-dire tout ce que j'appelle le corps d'état secondaire, c'est moi qui m'en occupais. C'est-à-dire la peinture, l'électricité, la climatisation, la plomberie, la menuiserie, l'aluminium, les revêtements, tout ça. C'est moi qui dessinais les plans et c'est moi qui choisissais les matériaux. Et non seulement ça, quand le bâtiment est terminé, moi je faisais la décoration du bâtiment et je dessinais la création de tout le mobilier contenu dans la Banque Populaire. Pour moi, c'était un... Alors, dire que ceci a influencé non, j'oubliais carrément. Si, j'ai eu une chance en 74, quand on a inauguré la Banque Populaire. La Banque Populaire tenait absolument à ce que je fasse. Ils m'ont donné une grande salle, ils m'ont dit absolument que je fasse une exposition. C'était gentil de leur part parce que j'ai fait l'exposition dans leur salle. Malheureusement, j'ai pas gardé une seule photo. C'est vraiment bizarre. Et j'étais content parce qu'ils m'ont acheté quand même 13 tableaux qu'ils ont répartis dans les... Mais à part ça, pendant les années 70, je faisais de la peinture, je continuais à participer à toutes les expositions collectives de l'association marocaine des arts plastiques, parce qu'on a quand même exposé en Irak, en Arabie Saoudite, en Liban, en Espagne, en France, un peu partout. Mais je le faisais vraiment en marge. Et j'étais un petit peu triste parce que, je vous cache pas, je faisais mon travail pour survivre, parce qu'il fallait bien que je me marie un jour, que j'ai des gosses. Et ça me manquait le fait de ne pas pouvoir créer des œuvres plastiques. Ça me manquait vraiment. Et j'avais ça sur la tête, j'ai dit, un jour, quand j'aurai l'occasion de revenir ça, j'aimerais bien. El bon Dieu m'a donné chance, et il y a 10 ans, j'ai repris le flambeau, et je suis tout content maintenant. Donc 30 ans après cette rupture, vous avez eu l'occasion, c'est certainement la retraite, le temps, et puis la pertinacité, la volonté de pouvoir poursuivre votre œuvre. Votre actualité depuis 10 ans, comme vous dites, est quand même assez dense, impressionnante. Qu'est-ce que vous avez fait depuis ce retour? Depuis ce retour, n'oubliez pas la fin que j'avais, que je voulais réaliser tous les croquis que j'ai fait depuis les années 60. Vous savez, après les années 80, je continue à faire des croquis, j'ai encore des croquis de 1980. Et je rêvais un jour de pouvoir me payer des grandes toiles et des grands panneaux pour réaliser ce que je voulais. Et j'ai continué à réaliser ce que je pouvais réaliser. Mais en même temps, est-ce que Dieu soit loué, chaque jour, j'avais des aspirations nouvelles. Chaque jour, j'avais des idées. Et à chaque fois, je voulais faire et les nouvelles idées et revenir sur les anciennes. Il faut dire que pendant au moins 8 ans, j'ai travaillé dur. J'ai travaillé vraiment, comme on dit, jour et nuit. Vraiment, ni vacances, ni rien du tout. Ça me plaisait, c'était pas une corvée, hein. C'était un plaisir. Et combien de fois je me réveillais à 4 heures du matin pour dessiner un croquis? Il faut, parce que les gens disent, il fait 2 traits comme ça et puis il fait un tableau. Mais non, c'est toute une souffrance, vous savez, quand on établit un croquis. Il faut l'exécuter. Et quand on exécute, on n'est jamais content. Vous savez, je peux vous montrer des dessins que j'ai faits, avec des couleurs, avec des dimensions, tout le bazar. Et j'étais content au début, et après, quand je voulais le réaliser, j'étais pas content. Et j'ai refait le dessin entre 6 et 7 fois, pour arriver à un résultat que je souhaitais. Et parfois aussi, je vous montre, le 7e croquis n'a rien à voir avec le premier. L'idée générale, mais c'est réalisé d'une autre manière. Je suis content d'une chose parce que j'ai la possibilité
grâce aux gens de Casablanca spécialement et de Marrakech qui ont fait évoluer ma cote, qui vont évoluer d'une manière vraiment invraisemblable. Et enfin, c'est comme ça. Et ceci me permet de respirer et de créer chaque jour plus. Et j'essaie quand même d'évoluer d'une autre manière. À part la question de création, qui est ma création, qui est toujours basée sur 5 phénomènes. Vous avez le premier phénomène, ce que j'appelle la plateforme, c'est-à-dire le fond, c'est-à-dire le tableau lui-même. Et là, jusqu'à maintenant, la forme que j'ai donnée à un tableau, ce n'est qu'une forme provisoire. Pour moi, elle n'est jamais définitive. Soit un carré ou un rectangle, pour moi, c'est pas définitif. Je vous expliquerai pourquoi. Ça, c'est le premier phénomène. Le deuxième phénomène, c'est d'établir des traits, des cercles, des volumes, d'une manière un peu, parfois ça paraît désordonné, mais après ça devient ordonné. Troisième phénomène, il fallait mettre de la couleur. Et n'oubliez pas, je suis un Africain qui est né dans une atmosphère de lumière et de soleil, et je veux que mes couleurs soient vraiment criardes par rapport à ce qui se fait en Europe. Quatrième phénomène, et c'est là, je vous ai parlé de lumière. Mes tableaux doivent être très lumineux. J'aime pas faire les tableaux trop foncés, rien du tout. La lumière, parce que c'est quand même l'ambiance dans laquelle je suis né, l'environnement dans lequel je suis né dans la lumière, et je veux voir de la lumière partout. Là, parce que, vous voyez ma maison, je n'ai pas de petites fenêtres. Je comprends pas les gens qui font des petites fenêtres de 50 par. On a beaucoup de lumière, je vois pas, il faudra pas allumer la lumière avant 7 heures l'après-midi, il faut avoir le maximum de lumière. Et le dernier phénomène, c'est-à-dire le cinquième, et là c'est le plus dur, c'est-à-dire, c'est ça où mon expérience doit s'établir, c'est-à-dire faire l'harmonie entre ces 4 phénomènes. Entre les traits, la plateforme, les couleurs et la lumière, et harmoniser tout ça. Et ça, c'est le plus compliqué. Et parfois, je fais une chose, parfois, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et je vais vous donner un petit exemple que j'ai. Un jour, j'avais dessiné, il y a 4 ou 5 ans, un dessin sur un rond vert. Et puis, je l'ai accroché. Et puis, chaque fois que je passe, je dis, ce tableau-là, c'est pas fini. Je sais pas. Il est bien, mais enfin, je sais pas ça, je sais pas. J'ai attendu presque 8 mois. Et un jour, j'ai dit, voilà ce qu'il lui faut. J'ai pris ce rang-là et je l'ai enfoncé dans un grand carré pour continuer le dessin. Et là, j'ai fait ça, j'ai dit, c'est ça qu'il fallait. Et conclusion, on ne peut pas dire qu'on a arrêté de formuler sa création. Notre problème, tous les créateurs, je crois, tous les créateurs, aussi bien plasticiens que musiciens, qu'écrivains, sont vraiment jamais satisfaits à 100%. Et quand je fais un tableau, je suis content. Mais je sais que si je le vois trop souvent, je vais encore changer parce qu'on n'est jamais satisfait. C'est ce que je crois.
Melehi faisait des flammes, faisait des vagues. Vous êtes, je crois, le premier et le plus longuement à avoir travaillé la forme pour la forme la plus pure. Un point, c'est tout. Oui, vous savez, l'exposition qui existe encore maintenant à la comptoir des mines de Marrakech, je suis venu avec une nouvelle conception. Vous avez peut-être vu les photos. Je me suis dit, pourquoi ne pas simplifier ce que je fais d'une manière vraiment invraisemblable. Premièrement, je ne vais pas utiliser la toile, ni les panneaux, ni la peinture, rien du tout. Je vais prendre du papier, de coton, de 1 mètre par 1 mètre 50 par 1 mètre, ce qui est gigantesque. Et je vais essayer de mettre des formes très simples. Je suis arrivé à le faire. Et je faisais des formes sans me rendre compte que parfois, ce sont des lettres. Des lettres, je sais pas, hindou, grec ou latin, ou ça, je n'en sais rien. En tout cas, parfois c'est des lettres. Et j'arrive pas à savoir que c'était des lettres ou des chiffres. Je sais pas comment j'ai fait. Et je me suis dit, pour les faire vivre, il faut de la peinture. Eh ben, je me suis dit, je vais m'abstraindre uniquement à utiliser le noir et ses dérivés, c'est-à-dire le gris foncé, le gris clair. C'est ce que j'ai commencé à faire. Je travaillais. Pourquoi? Parce que ceci, c'est une conclusion. Il y a à peu près 2 ans, j'ai découvert qu'il y a aussi le blanc qu'on oublie souvent. Vous avez vu ce tableau-là, vous avez vu le blanc que j'ai mis. Et j'avais un rouge, mais j'ai dit non, pourquoi ne pas mettre le blanc? C'est un tableau noir en base de plexiglas, avec une grande vague arc-en-ciel de toutes les couleurs, faite de bandes de toutes les couleurs. Petite contre-vague, une petite contrebande avec trois bandes dans les beiges et ocre et un point blanc sur fond noir. Effectivement, j'ai découvert, je vais vous montrer d'autres tableaux, et je dis, mais je ne pose pas, le blanc, il a quand même son mot à dire. C'est pas une peinture, mais son mot à dire. D'abord, c'est de la lumière. D'abord, il donne une idée de profondeur qui n'en finit pas. Et alors, ces dessins-là que j'ai fait pour le Marrakech, les avoir dessinés sur un fond blanc, je me suis rendu compte que parfois j'ajoute une goutte de rouge pour la forme, mais en réalité c'est le noir. Et c'était quand même vivant comme dessin. Moi-même, je n'arrivais pas à le croire, c'était vraiment vivant comme dessin. Mais ça m'a permis d'aller plus loin dans ma conception et dire les formes que j'ai mis pour ces panneaux rectangulaires de 1m40 par 1 mètre ou bien 80 par 1 mètre sur un fond blanc. Et je vois tout d'un coup que le fond blanc n'a pas de limite. On dit souvent qu'on voit le tableau en dehors de la perception immédiate. Nous, on imagine le tableau dans un espace qui n'a pas de limite. Allah a dit, j'ai créé la terre et les 7 ciels. Donc finalement, ce que je suis en train d'étudier, c'est une étude mystique, parce que imaginez mes tableaux dans un espace X, et je vais toujours en profondeur, je vais arriver à un point, je ne sais pas si je vais y arriver, mais je ne suis que dans le premier ciel. Le bon Dieu a parlé 7 ciels. Donc je suis loin d'arriver, c'est le côté mysticisme que je viens de découvrir. Vous avez encore beaucoup de travail. Ah oui, j'ai beaucoup de travail et j'adore ça. Maintenant, je suis un petit peu en bagarre avec mes enfants et avec ma femme. Elle me dit, papa, arrête. Je dis, mais je ne peux pas arrêter. C'est comme l'air que je respire tous les matins. Je ne peux pas m'arrêter. Si, cette fois-ci, comme j'ai travaillé beaucoup et dur pour l'exposition de Marrakech, à part l'exposition de la Croix que j'ai fait ici, j'étais quand même fatigué physiquement. Je suis resté à peu près 3 ou 4 mois sans rien faire. Je dis sans rien faire, sans réaliser de tableau, mais je faisais quand même des croquis. Je ne peux pas m'arrêter, Est-ce qu'il y a une dimension soufie dans votre travail? C'est ce que je vous dis, le côté mystique. En faisant ces dessins-là de Marrakech qui sont sur du papier, que du sol loué, beaucoup de gens ont admiré ce que j'ai fait. Tout le monde a dit, effectivement, on dirait que le format de vos œuvres ne sont pas éternels. On voit qu'il donne une idée de profondeur, on ne sait pas où ça va. J'ai dit oui, je suis toujours en train d'essayer de travailler dans l'espace du premier ciel, parce qu'il y a 7 ciels. Et moi, je trouve que c'est déjà devenu mystique. C'est autre chose que la bête concentration de faire de la peinture géométrique abstraite. Et vous savez, je disais souvent aux gens, quand ils me disent qu'est-ce que tu choisis d'Emnati, je dis moi je ne choisis pas.
Et je n'ai pas à vous dire qu'est-ce que vous aimez. Vous pouvez aimer, vous pouvez ne pas aimer. C'est pas ça que ça ne m'intéresse pas, mais enfin, chacun a son point de vue. Et c'est que je disais souvent aux gens, la différence entre l'artiste et vous, c'est que l'artiste, comme on dit, il peut monter facilement au 7e ciel. Et vous, en tant que non-créateur, vous ne pouvez pas monter au 7e ciel. Et ça, c'est du mysticisme, c'est du soufisme. Il n'y a pas de limite. Est-ce que vous connaissiez dans votre jeunesse le travail des cinétiques, par exemple, de Vasarely? Non, Vasarely, j'ai fait sa connaissance par hasard, je dis bien par hasard. En 1972-73, je vais vous montrer la photo, elle est là, la photo. Notre association a été contactée par le Centre culturel français de Tétouan. Ils nous ont dit, voilà, on est en train de préparer une semaine d'exposition des œuvres de Vasarely. On aimerait bien que l'association du Marocain des arts plastiques vienne collaborer à cet accrochage. Effectivement, dans la photo que je vous ai montrée, on est allé à Tétouan, on était peut-être une dizaine, tout le monde n'est pas venu. Et c'est là que j'ai découvert Vasarely, et j'ai aimé ce qu'il faisait, parce que j'admirais chez lui, c'est que ses recherches, il s'arrêtait pas. Au début, il faisait uniquement des œuvres, il faisait fructifier son imagination, parce que c'est un publiciste. Entre parenthèses, moi j'adorais être publiciste. Moi aussi j'adorais être publiciste. Et d'ailleurs, j'adore faire le graphisme. Vous avez vu, il y a certains de mes catalogues, c'est moi-même qui ai fait la mise en page. Et c'est moi-même qui ai choisi les tableaux. J'adore ça. Et j'adorais faire des tas de logos pour des tas de sociétés. Gratuitement, je le fais pour mon plaisir. Vous avez vu, le journal de Tanger, j'ai dessiné le logo en 1970. Ça fait comme longtemps. Ben, il garde toujours le même logo. J'avais dessiné le logo de l'hôtel Shella, j'ai dessiné des trucs pour la Comanave, pour des sociétés que moi j'avais, la société Cota, la société... Et je faisais des papiers en tête pour des gens, je dessinais pour le plaisir. Et c'est là où je rejoins, si vous voulez. C'est maintenant que je commence à voir que je rejoins Vasarely. Lui, c'est un publiciste, et c'est un graphiste. Et ben moi, maintenant, je me rends compte que moi aussi, je suis un graphiste. Mais j'ai vu qu'au Maroc, on ne peut pas vivre de son graphisme. Alors, je faisais autre chose. Que vous soyez un graphiste, c'est absolument évident. Alors, je savais que vous aviez rencontré Vasarely dans votre jeunesse. La rencontre du cinéticien Vasarely européen et la géométrie abstraite d'Emnati africain, ça a donné quoi? Lui, il avait une certaine tendance à faire des recherches toujours dans le même cap. C'est comme Melihi. Moi, je suis content du résultat auquel la scène artistique picturale marocaine est arrivée. Il y a énormément d'artistes, il y a énormément de gens qui font des recherches intéressantes, peut-être pas tout le monde maintenant. Et je peux dire que les anciens comme Cheba, malheureusement décédé, ainsi que Melihi, ainsi que Belkahi, ainsi que Qassimi, notre première école, on a fait des efforts pour arriver à ce qu'on est arrivé aujourd'hui. Et ça me fait plaisir. On a beaucoup sué, mais voilà le résultat. On a ouvert les portes à pas mal de gens créateurs marocains pour évoluer en dehors des frontières du pays. Parce que vous savez, quand je me souviens d'un interview que j'ai fait avec un journal en 1975, je crois, quand j'ai exposé avec Cheba Melihi, il m'a dit de quelle école vous faites partie, M. Dnati? Je dis, je fais partie d'aucune école. Moi, mon rôle est d'évoluer et de faire des recherches et des créations dans le domaine pictural universel. Parce que je vois, il y a 75, je vois bien que bientôt il n'y a plus de frontières. Et la preuve, c'est que nous, on avait le complexe de dire, ah, les Européens, ça, ils savent ce que c'est que l'art, et non, c'est pas ce que c'est. Ben non, nous aussi, on a notre cachet maintenant, on a notre image qui est différente, mais elle va dans le même sens de la création universelle. Et vous avez participé à construire cela très 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 largement. D'ailleurs, en tant que l'un des pères fondateurs de l'art au Maroc, de l'art contemporain au Maroc, comment voyez-vous la jeune scène? Moi, je trouve que c'est merveilleux. Bon, il y a une chose que je ne fais pas, que des gens qui font. Moi, depuis à peu près 10 ans, je ne participe jamais à une inauguration de peinture. Je n'essaie jamais de voir les galeries pour voir ce que les gens produisent.
disons, je ne participe plus socialement comme je faisais avant. Avant, j'étais très dynamique. Donc, je faisais partie de l'association des arts plastiques. Je faisais partie d'une nouvelle association des architectes d'intérieur. J'étais créateur de l'association des experts assermentés dans tous les domaines pour les tribunaux du Nord. Je faisais partie de la fameuse association tangéroise de Bourraz. Disons, j'étais un peu partout. J'aimais bouger. Et maintenant, j'aime beaucoup moins bouger. Alors, beaucoup de gens me disent, on m'invite pour des expositions, pour des inaugurations, je n'y vais pas. Ils se fâchent, je dis, mais non, basta. L'important pour moi, c'est que vous faites quelque chose. Alors, maintenant, je suis dans mon coin, si vous voulez. Bon, voilà, dernièrement, j'ai été contacté par la Fondation nationale du musée, auquel j'avais offert d'ailleurs deux de mes œuvres, dans le musée de la Casbah. Ils m'ont dit, on voudrait te demander ton avis pour la forme. Est-ce qu'on peut exposer tes deux œuvres dans une nouvelle exposition qu'on est en train de préparer au Portugal? J'ai dit, c'est un honneur pour moi, pourquoi pas. Et malgré tout, je reste un peu en dehors du circuit, si vous voulez. Là, ça, on peut pas être parfait. Et c'est peut-être aussi l'avantage de la reconnaissance. Vous n'avez... Oui, je suis content. Je suis content parce que qu'est-ce que je cherchais? C'était la reconnaissance. Hein? Je dis pas que tous mes œuvres sont des chefs-d'œuvre, loin de là. Il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'ont pas. Et il y a une chose que j'ai découvert. Maintenant, je rencontre certains de mes anciens copains du lycée ou quelque chose comme ça, et je dis, venez voir mes tableaux à la maison parce que je ne les expose pas. Et ils viennent pas. Et je disais, pourquoi ils viennent pas? Eh bien, ils viennent parce qu'ils croient chaque fois qu'ils vont venir, ils sont obligés d'acheter mes tableaux. Je dis, non, je ne vous demande pas d'acheter mes tableaux. Mes tableaux avec Casa Araba et Marrakech, ça va très bien. Je voudrais que vous veniez voir ce que vous m'avez connu quand j'ai démarré. Venez voir où je suis arrivé. Tout simplement. Tout simplement. Et les gens sont un peu bizarres. Bon, premièrement, donc, la reconnaissance, ça m'a donné un coup de force que vous ne pouvez pas imaginer. C'est pour cela que je continue à créer. Et deuxièmement, le fait que cette reconnaissance, du point de vue, disons, matériel, a élevé ma cote. Et ça, pour moi, c'est un honneur. Disons, à ce moment-là, que pourrais-je demander de plus? Rien du tout. Quand vous dites que vous invitez vos amis, enfin des gens que vous connaissez à vos expositions pour voir où vous êtes arrivé, selon vous, vous êtes arrivé où? Beaucoup de gens de ma période de pure jeunesse aimaient ce que je faisais. Et j'aurais voulu qu'ils viennent voir où est-ce que je suis arrivé. C'est tout. Il y a des gens qui ont tout entendu parler de moi. Ils n'osent pas venir chez moi. Je ne sais pas pourquoi ils n'osent pas venir chez moi. Je dis non, venez et ne m'achetez pas. C'est très simple, je ne vous demande pas de m'acheter. Et parce que je ne compte pas sur le marché de Tanger pour vendre. J'ai Rabat, Casablanca, Marrakech et l'Arabie Saoudite, et les Émirats. Pour moi, c'est suffisant. Dernièrement, j'étais tout content. Le dernier tableau que j'ai vendu, un tableau de 1972, il a été acheté par la plus grande collection du Moyen-Orient qui s'appelle libanaise, qui s'appelle la fondation d'Elul. C'est la plus grande fondation du... Et ben moi, c'est un honneur que la plus grande fondation du Moyen-Orient acquiert un tableau à moi. Qu'est-ce que je peux demander plus? Autre chose, j'ai été contacté par des gens du Centre Pompidou. Il y a 3 ans, à peu près 2 ans, 3 ans. Et ils m'ont dit, M. Dminazi, nous sommes les amis du Centre Pompidou, on est très intéressés par vos œuvres. On voudrait venir voir ce que vous faites. Je dis, mais vous venez comme vous voulez. Il m'a dit, mais attention, on ne vient pas à 2 ou 3, on est 15 personnes. J'ai dit, c'est un honneur pour moi, venir 15 personnes. Et ils ont dit, on vient dans 1 mois ou 2. Tout d'un coup, il y a eu le Covid. Et 1 an et demi après, ils m'ont encore contacté. Il m'a dit, ça y est, je crois que le Covid est en train de... On vient. C'était en novembre, je crois, de 2021, je crois. Ils m'ont dit, on vient en janvier 2022. Eh bien, en 2022, il y a encore eu des histoires de Covid à Tanger. Ils n'ont pas pu venir. Eh bien, moi, le fait que le Centre Pompidou s'intéresse à moi et veut voir mes œuvres, c'est quand même un prestige que tout le monde recherche. Parce que pour moi, n'oubliez pas une chose, pour moi, il y a 3 grands musées d'art contemporain dans le monde que je considère. Il y a le MoMA, c'est le Musée of Art de New York. Il y a le Tate Gallery de Londres. Et il y a le Centre Pompidou de France. Si le Centre Pompidou vient et voit quelque chose, et peut-être m'achètera, je n'en sais rien, je souhaite. Pour moi, c'est quand même le top. S'il n'y avait pas eu le Covid et que mon tableau, le grand tableau que j'ai fait, ce que j'appelle le point rouge,
aurait été vendu par Christie's en Arabie Saoudite, ça aurait marché. Il ne faut pas voir ce qui n'a pas marché, il faut voir ce qui marche. Et je suis convaincu que je ne peux pas demander plus que ça. Ce 26e épisode de Détroit était consacré à Bachir Demnati, plasticien et architecte d'intérieur, qui dans les années 70 a notoirement contribué à l'émergence de l'art contemporain au Maroc, auprès de ses amis Mohamed Melhi, Mohamed Chebaha et Mohamed Atala. L'entretien a été réalisé en juin 2023 chez Bachir Demnati dans le quartier de Moujahidine de Tanger. Numéro bricolé par Philippe Guiguet-Bologne, tout droit réservé. Merci à Omar Mtiwi pour les musiques des génériques, solo de lutte extrait de son album Andalousie, ainsi qu'à l'ensemble Ibn Arabi et à Dargnawa de Tanger. Les musiques d'accompagnement sont Marrakech Blues de Randy Weston, qui était un ami de Bachir Demnati, Flamenco Sketches de Miles Davis, et la suite numéro 1 en Fa majeur, Water Music, HWV 348 de George Friedrich Handel, interprété par le concert spirituel sous la direction de Hervé Niquet, tous les trois choisis par Bachir Demnati.